je vais essayer d'être concis et précis. J'annonce d'entrée de jeu la structuration de mon propos aujourd'hui. Je vais d'abord faire un constat. Ensuite, je vais explorer 3 pistes de réflexion. Et enfin, je vais formuler un vœu, puisque nous sommes dans la période des vœux. Mon constat tout d'abord. Les images que nous avons été amenés à voir cet après-midi prouvent, s'il en était encore besoin, que les pays africains dits du précaré français ne détiennent, pour ainsi dire, aucun des leviers d'une souveraineté digne de l'État moderne. C'est la raison pour laquelle nous sommes confrontés à une sorte de quadrature du cercle. C'est-à-dire que nous voulons exercer une souveraineté qui est théorique, qui est imaginaire. On n'a jamais vu un pays se libérer sans sécurité. La Côte d'Ivoire était-elle en sécurité? En 2002, on a vu des rebelles venir en fait du Burkina Faso, où ils ont été armés, préparés, et il y avait une armée étrangère, quoi qu'on dise. Même si certains de nos aînés, comme le président Félix Houphouët-Boigny, considéraient les troupes militaires françaises comme des troupes amies. On a dit et on a répété que le président Houphouët-Boigny était un homme qui mettait la paix au cœur de son projet politique et de son projet de civilisation. Qui peut contredire un si noble dessein? Mais peut-on avoir la paix quand on n'est pas en sécurité? Peut-on avoir la paix quand il n'y a pas de justice sociale? Peut-on avoir la paix quand on n'a pas la maîtrise de sa diplomatie? Peut-on avoir la paix quand on n'est même pas en phase avec sa propre identité culturelle? Parce que jusqu'à preuve du contraire, toutes nos institutions fonctionnent avec, et je dirais, pour l'intérêt de l'État français. C'est le cas au Bénin, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas partout en Afrique, au sein du précaré. On peut discuter sur le cas des pays qui ont été colonisés par les Anglais. Il y a là une différence de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. De sorte que le véritable combat, et c'est ça le constat, que nous devrons mener maintenant, dans le demi-siècle qui s'ouvre, parce que moi, qu'on le veuille ou non, en avril j'aurai 50 ans. Moi, je n'ai jamais été colonisé par la France. Mais en fait, nos parents n'ont jamais cessé d'être liés. On a des drapeaux, on a des attributs symboliques de souveraineté, mais nous n'avons pas de dignité. Parce que nos pays ne sont pas contrôlés par nous. Donc, ce qui se prépare aujourd'hui, c'est la nouvelle lutte de libération de l'Afrique. Et cette lutte de libération ne doit souffrir d'aucune diversion. On ne doit pas nous dire qu'il faut jouer au jeu onéreux de la démocratie du qui perd gagne, où celui qui a perdu au Congo est installé dans les fauteuils de la République, et celui qui a perdu en Côte d'Ivoire est installé dans les fauteuils de la République. C'est la démocratie du qui perd gagne, c'est la démocrature, c'est une forme de dictature voilée qui privilégie les rebelles, qui donne une prime à l'incivilité politique. Donc, nous disons que la première réflexion que je voudrais instaurer ici, c'est celle du sens de cette démocratie. En réalité, chaque fois que les Occidentaux font mine de concéder d'une main quelque chose, ils s'efforcent de l'autre main d'en extirper la substance. C'est ainsi qu'ils ont été contraints, au début des années 90,
par le truchement des conférences dites nationales qui ont commencé au Bénin, de concéder une parcelle de liberté. Mais il ne vous aura pas échappé que dans le même temps, ils ont contrôlé le fonctionnement et les règles du jeu. Et les dés étaient pipés dès le départ. Je dis ici, et nous devons y réfléchir, il y a un multipartisme au Gabon. Mais est-ce qu'il y a la démocratie au Gabon? Non. Parce que celui qui avait gagné au Gabon, c'est Pierre Maboundou. Et qui est là? C'est Ali Bongo. Donc ça veut dire que la démocratie pour l'Occident, c'est un jeu qui privilégie toujours ceux qui sont en phase avec ses intérêts. Donc c'est le cynisme érigé en règle politique et nous devons nous adapter à cela. Ça veut dire que pour nous, la démocratie ne peut pas précéder la libération. Il faut d'abord avoir les attributs de la libération avant de se doter d'institutions fortes. Et ce fut là l'erreur historique du président Obama au Ghana, lorsqu'il a parlé d'institutions fortes, lorsqu'il s'est agi de défendre ces institutions fortes. Dans le cas ivoirien, le président Obama s'est rangé immédiatement du côté des prédateurs de la démocratie, comme le disait si bien notre sœur Brigitte Gouillot. La deuxième piste de réflexion, c'est que maintenant, les Ivoiriens sont africains et les Africains sont Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique s'est invitée au chevet de la Côte d'Ivoire. Et pour quelle raison? Parce que la Côte d'Ivoire était présentée à longueur de journée comme le pays modèle qui prouve que sans la France, les Noirs ne peuvent pas avoir un destin dans le concert des nations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où la France n'a plus eu l'opportunité de placer ses pions, ses hommes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé les armes et elle a bombardé la Côte d'Ivoire depuis 2002. C'est ce que nous avons vu avec tous ces morts qu'on a déplorés. J'ajouterai que dans le cas de Lumumba, puisque Guy Patrice est un ami personnel, il a été emprisonné, il a participé aux élections dans son pays, et on l'a emprisonné, on n'a eu aucun égard pour son patronyme. Mais Guy Patrice, il a continué le combat puisqu'il a porté plainte contre ceux qui ont dissous le corps de son père dans la cité. Parce qu'aujourd'hui, Guy Patrice, son deuil est le nôtre. Parce que son père n'a jamais eu de sépulture. Son père n'a jamais eu de sépulture. Et vous savez ce que ça représente, la sépulture dans la tradition africaine. Je ne parle pas de ces nègres qui voient le monde à partir des Alpes au lieu de les voir du côté du Kilimandjaro. Je parle de ceux qui connaissent la tradition. C'est un combattant digne de son père. C'est un continuateur. Ce n'est pas seulement un nom qu'il exhibe ici. Il a une carte d'identité de résistant et de militant. C'est à ce titre qu'Abel Naki a fait un très bon choix en l'invitant parmi nous. Et vous vous en rendrez compte tout à l'heure. Le combat du Congo, c'est aussi le combat de rescate. Parce qu'on a toujours dit que les Africains doivent se battre sans que ceux qui les tuent impunément puissent se sentir dans l'insécurité. Eux, ils nous mettent dans l'insécurité, mais nous, on doit toujours jeter les oliviers, les fleurs d'olivier. En vertu de quoi l'Afrique doit laisser mourir ses enfants en préconisant la non-violence. Ce que moi je dis, c'est qu'il y a une différence entre la non-violence et l'autodéfense. Lorsqu'on vient tuer vos parents, vous avez le droit, vous avez le devoir, en vertu du principe de l'insurrection, qui est un principe reconnu au nom de la légitime défense, qui est la plus grande des lois connues de l'humanité. Vous avez le droit de détruire celui qui veut vous détruire. Et ceci, vous le faites au nom de la vie. Ceci, vous le faites au nom de la justice et de l'équité. Ces gens qui ont bombardé les Ivoiriens, ils sont repartis pratiquement sans mort. Mais chaque jour, ils ont des morts en Afghanistan. Chaque jour, ils ont des morts en Irak. Donc, ils ont fini par croire que l'Afrique est un défouloir, un terrain où on peut casser de la peau noire sans au moindre risque. Nous allons leur démontrer dans le combat qui s'annonce que désormais, le risque zéro n'existe pas et que nous allons leur
nous avons vu toutes ces femmes, tous ces jeunes prendre en pleine nuit un bus pour aller dans le froid polaire, défendre leur président. Nous nous sommes posé quelques questions. Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais au fait, qui est le président du Bénin? Et je me suis dit, ah, c'est Yahi Boni. Et je me suis dit, qui est le président du Gabon? Je me suis dit, c'est Ali Bongo Ondimba. Mais je me suis posé la question, quel président tu aimerais avoir si le choix t'était donné d'en prendre un? Et ma réponse à mon fort intérieur a été Laurent Gbagbo. Et lorsque le président Gbagbo dit on ira jusqu'au bout, c'est une parole prophétique. C'est une parole que n'auraient pas renié les sages de l'Égypte ancienne, comme Taouter. À savoir, lorsque nous allons jusqu'au bout, c'est pour pousser ceux qui abordent des masques, ceux qui avancent dans le déguisement, dans la duplicité, dans le mensonge, nous les poussons à se démasquer. Le président Gbagbo, son sacrifice, qui est un exemple, parce que quand on avait tué Lumumba, c'était pour que ça serve de leçon et que plus aucun Africain n'ose lever la tête. C'est ce que j'appelle la morale de la terreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président Gbagbo a dit, je ne fuis pas. Ma femme ne fuit pas. On lui a dit, bon, tu prends 2 millions d'euros et tu vas en exil en Mauritanie. Il a dit, l'exil, c'est chez moi ici. Hein, moi, je connais Mama, je connais Djiberoua, je connais tous ces coins, mais je ne connais pas de Nouakchott. Mon exil, ce n'est pas Nouakchott. Donc, en refusant Nouakchott, il a créé un choc, c'est-à-dire un électrochoc sanitaire. Parce que tout le monde a vu que le président Gbagbo a fait don de son corps, de sa vie, de sa personne et de celle de ses proches. Il n'est que de voir comment on a traîné sa pauvre maman, comment les rebelles ont traîné sa mère. D'accord? Et il a contemplé tout cela. Ouagadougou était mort pour lui, sans doute parce que les desseins de la Providence avaient envoyé les tueurs vers Ouagadougou, auxquels il faut toujours rendre hommage. Et Désiré Tagro, il a reçu un explosif en plein visage. C'était également parce que ça, c'était destiné à Gbagbo. Mais les desseins de la Providence ont détourné cet explosif vers une cible qui est également un sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de liberté. Les Africains veulent vivre dans la paix, dans la quiétude, dans l'altruisme et l'amour de l'autre, alors même qu'ils ne sont pas capables de se sacrifier pour leurs enfants. Laurent Gbagbo a donné une leçon à tous les présidents africains, et c'est en vertu de son exemple que Laurent Gbagbo n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Si je voulais m'autoriser un statut de dictateur bienfaiteur, ce qu'on appelle en anglais un benevolent dictator, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'au moment où nous parlons, notre rêve à tous, c'est qu'un jour, tous ces petits pays d'Afrique ne fassent que dans le respect des ethnies, dans le respect des classes sociales, dans le respect des traditions, dans le respect des valeurs. Ce rêve que Marcus Garvey avait eu, ça s'appelle United States of Africa. Et bien nous disons aujourd'hui que pour nous, le président Laurent Gbagbo est le seul homme politique en Afrique qui mérite d'être, à titre honorifique et symbolique, le président des États-Unis d'Afrique.